Donc en fait, donc je vais faire un petit quickie sur quelque chose qui n'est pas nécessairement connu dans MongoDB, qui peut être intéressant pour pouvoir développer des applications publish subscribe. Donc toute l'idée de faire des applications qui vont communiquer de façon asynchrone, avec la possibilité de recevoir, de pousser un message dans un event service, peu importe comment on va l'appeler, et après donc les gens qui sont abonnés, les différents clients qui vont être abonnés, vont recevoir le message. Et ça, c'est quelque chose que vous faites peut-être déjà en Java, donc c'est comme ça, tout ce qui est JMS, c'est comme ça qu'on l'a fait, donc tout ce qui est RabbitMQ, 0MQ, MQ Series pour les plus vieux, et compagnie, on a des architectures qui sont souvent basées là-dessus, mais pas nécessairement faciles à utiliser, pas nécessairement faciles à mettre en place. Et dans Mongo, en fait, on a la possibilité de remplacer ce bus par directement la base. Et en fait, poster quelque chose dans MongoDB, qui sera un document, et s'abonner à cette modification, et le consommer sur d'autres applications. Sachant que là, ça sera du développement en Mongo et du développement en Mongo. Et l'intérêt, en fait, là, ce que je vais montrer, c'est que je vais le montrer comme, je ne sais pas où est Manu, mais justement en polyglotte. Parce que ce qui va être sympa, en tout cas ce que je trouve intéressant, c'est que c'est facile de faire une application, par exemple, qui poste en Python, consommée en Java, en JavaScript, en ce que vous voulez, avec le même langage, en tout cas la même interface de programmation. Et ça utilise deux technologies, deux fonctionnalités de Mongo, qui sont les collections KP et les curseurs T-level, je sais pas comment on dit. Et pour ceux qui connaissent, en fait, les cartes collections, c'est ce qui est utilisé dans la réplication de Mongo. La façon dont, quand on va répliquer entre plusieurs nœuds, c'est une collection KP qui est limitée en taille. En fait, vous créez une collection en disant je vais accepter tant de documents ou tant de mégaoctets ou tant de gigaoctets dans cette collection. Et quand ça va arriver au bout, ça va recommencer au début. Vraiment, ça va être un buffer qui va toujours garder la même taille. Et en fait, on s'abonne à ça. Et dès qu'il y a quelque chose qui est inséré, les personnes qui écoutent vont recevoir. C'est comme ça que la réplication marche en interne. Et là, ce que je vais faire, c'est faire une petite démo en fait, qui utilise cette fonctionnalité-là pour faire du publish et du subscribe. Il y a d'ailleurs des gens qui se sont amusés à faire des plateformes complètes autour de ça. Vous pouvez installer directement ça et avoir l'équivalent d'un MQ quelque chose, un MongoQ, directement en Mongo. Donc, la première, alors c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on va montrer en faisant du messaging de l'asynchrone. Souvent, on va montrer des chats. Mais les chats n'ont pas nécessairement besoin de base de données, donc j'ai choisi de faire autre chose, c'est de vous montrer un truc très basique au début, et après rajouter une autre source. Donc en fait, la première chose à faire, c'est, je vais créer ma base, où je trouve le bon shell. Là, je vais créer ma base. Vous arrivez à lire ou pas? Donc, et là, je vais créer une collection. Et je vais simplement lui dire, elle est capée, et elle a une taille de 100 mégas. Après, on peut donner un nombre de documents, etc. Pour que ça fonctionne, il faut insérer un premier document à l'intérieur pour que le curseur sur lequel on est abonné, pour ceux qui ont fait du continuous query au-dessus des bases SQL, c'est pareil. On s'abonne à une requête et on va recevoir des événements qui vont arriver par là. Donc je vais juste créer un premier message d'initialisation. Et c'est tout. Là, si on regarde, j'ai bien un document. Ah, j'ai oublié de dropper la base. J'ai triché. Je recommence. Je crée. Il n'y a rien. Je crée init. Et donc par défaut, je vais créer tous les documents qui vont arriver par la suite vont
en utilisant l'object ID qui est séquentiel puisqu'il commence par un timestamp. On va les trier, je vais utiliser ça pour trier par la suite. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est écrire une application qui consomme ça. Qui consomme qu'est-ce qui se passe quand j'écris dans la base de données. Donc, en fait, en Java, je vais commencer à le montrer en Java. Si on regarde le Java, je vais juste me connecter à la base de données, récupérer la dernière entrée à l'intérieur de cette base. Pour récupérer cette dernière entrée, on va utiliser quelque chose de particulier qui est le tri naturel. Le tri naturel, c'est l'insertion dans l'ordre des documents. En fait, c'est l'ordre dans lequel ça a été pris. Donc par le -1, je démarre du dernier. Donc je récupère l'ID. Et après, je refais une requête sur laquelle je vais prendre le plus grand que le dernier ID, puisque ça commence par un timestamp. Là, j'ai un curseur qui est ouvert. Alors, si je ne peux pas tendre mon bras, c'est que je me suis cassé le bras. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui habite dans le vignoble nantais et qui peut me ramener ce soir, ce sera bien. Donc, j'écris une requête qui est triée dans un certain ordre. Et après, j'ai un thread qui va écouter. Et à chaque fois qu'il va avoir un message qui va arriver, je vais juste faire un system output. Donc, je lance un thread qui va écouter, qui se connecte à la base de données et qui attend. Je vais démarrer ça. Donc, il attend les événements. Et maintenant, si j'insère quelque chose dans ma base de données, message.insert, là, j'insère, et je vais lire le message ici directement. J'ai posté à partir d'un shell qui est écrit en C et JavaScript, consommé sur du Java. Donc ce qu'on peut imaginer après, c'est s'abonner ça justement sur d'autres systèmes de queuing. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite application Node qui écoute et qui utilise Socket.io pour pousser sur un client. Alors j'ai choisi de faire du Node parce que faire des WebSockets en Node, c'est beaucoup plus facile qu'en Java. Peut-être plus compliqué qu'en JavaFX, mais je n'avais pas eu le temps de faire du JavaFX. Peut-être qu'après ta belle présentation, je pourrais le faire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai la même chose ici, le même genre d'application ici, où j'espère que vous arrivez à lire. Donc je suis connecté à la base, j'ouvre une connexion Socket.io, c'est-à-dire que dès que le navigateur va se connecter, je vais ouvrir une connexion, donc il y aura une socket qui est connectée entre le serveur Node et le client. Et chaque fois que je vais recevoir un message, ici, je vais poster un init. Donc j'envoie, si c'est un type message, ici vous voyez, je peux faire un find, donc je peux mettre plein de critères. Si j'ai envie de m'abonner simplement à certaines valeurs dans la base de données, je peux le faire. Donc là, ce qui va se passer, c'est que si je démarre mon serveur, donc il va attendre. Dès que je vais avoir un client qui va se connecter, il va ouvrir un curseur. Donc là, il va attendre les messages, et dès que j'aurai quelque chose, on voit qu'il a lu. Non, c'est le nom de la session. Et là, si j'insère un autre message, et je vais insérer un message qui contient le type message, vous voyez, type égale message, un texte et un channel. Pour l'instant, le channel, on s'en fout. Donc, si je regarde, j'ai bien reçu le message là, j'avais prévu un autre shell pour pouvoir montrer en live. Donc, si je fais db insert, db message insert, c'est bien, ça marche bien. Pourquoi ça s'est pas bien passé? Donc là, ça passe. Je peux ouvrir plusieurs fenêtres, évidemment.
Par défaut, dans le client Node, je ne me suis pas amusé à prendre le dernier, je les ramène tous. Je peux dire abonne-toi simplement à un type de couleur. Donc, vous voyez avec celui du haut qui reçoit, parce que je lui ai dit celui du haut, il s'abonne à tout. Bleu va être. Donc là, je fais bien, je publie, et tous les gens qui sont abonnés vont recevoir. Sachant que si je regarde mon programme Java qui tourne derrière, j'ai bien reçu les messages également. Et en fait, on peut faire ça dans plein de langages. La dernière démo, parce que je ne voulais pas prendre trop de temps, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise Python pour lire les tweets classiques. Merci. Et après, je le stocke dans la base. Donc là, on va avoir un client Python qui insère et qui pousse sur plusieurs serveurs. Et pour ça, il suffit de démarrer. Donc là, mon client Python, il reçoit en paramètres les listes des tags sur lesquels je vais écouter. Et à chaque fois que Twitter va trouver ce message-là, donc le stream reste ouvert. Et là, vous voyez, on va se retrouver avec des choses comme ça. Donc si vous tweetez, ouais, mais là, c'est parce qu'il indexe plus vite. Et là, on voit qu'il l'a consommé ici, ça s'est rajouté là, dans la base, dans la partie Node. Et vous pouvez donc avoir tous ces trucs-là dans tous les langages, y compris Scala. Alors, là, j'ai juste pris le temps de l'intégrer à la démonstration parce que donc là, il va relire tous les messages. On voit NetApp6 Office. Si vous tweetez avec un des tags, vous allez devoir le voir arriver. Là, si vous mettez et donc là, c'est parce que quelqu'un de Mathieu Ancelin, qui, quand j'ai tweeté à propos de, quand j'ai blogué à propos de ça, m'a écrit le client en Scala. Donc aussi, je vais prendre le temps de le mettre dans la démo. C'est la première fois que je fais du Scala. Donc copier-coller, ça marche. Ce qui est pas mal. Et si vous êtes intéressé pour voir tout ça, en fait, j'ai tout mis sur un projet GitHub et vous avez les différentes étapes dans les branches. En fait. Tout simple sur je lis, après je mets un filtre, après j'intègre Twitter ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui est très pratique. Je vous ai dit que c'était aussi utilisé sur la réplication entre les nœuds. Ça veut dire que si vous voulez vous abonner à quelque chose qui se passe dans la base de données, parce que là, moi, j'insère dans ma collection qui s'appelle Messages. Et si vous voulez capturer tout ce qui se passe dans la base de données, à partir du moment où vous avez mis en place la réplication, vous allez savoir dès qu'il y a quelqu'un qui insère, dès qu'il y a quelqu'un qui modifie, etc. Vous pouvez vous abonner à ça et faire quelque chose, notamment. Il y a un connecteur Elasticsearch qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire que dès qu'on veut faire du full text, il s'abonne sur l'uplog. Il y a la même chose de la façon dont nous on fait les backups dans nos outils de backup. On prend toutes les modifications dans la base de données, on les déduplique et on envoie ça dans les backups. Et le gros avantage pour moi par rapport aux autres, pour les gens qui font du MongoDB, il n'y a pas besoin d'un nom de composant. Pas besoin d'apprendre à MQ quelque chose, d'avoir un autre protocole à mettre en place, d'ouvrir des sockets particulières. Là, ça marche sur votre base. Voilà. Okay. Donc là, on va s'orienter